Bonjour à tous les amis, je vais vous lire un extrait du livre que nous avons publié récemment d'Edward Hutton, Le crépuscule de l'intelligence. Dans cet extrait, Edward Hutton essaie d'expliquer pourquoi, alors c'est une question que des dizaines et des dizaines de spécialistes se sont posés, qu'est-ce que je dis, des centaines même, savoir comment une civilisation comme Rome a pu s'effondrer. Et dans cet extrait, Hutton apporte son explication, qui a un rapport avec la baisse d'intelligence générale, d'intelligence tout court, dans la Rome antique, ce qui aurait pu précipiter la chute de cette civilisation qui n'arrivait plus à s'entretenir elle-même, en quelque sorte. Alors, l'extrait commence à la page 318 de cet ouvrage. Si vous voulez en savoir davantage, je vous renvoie au lien de commande en description de la vidéo en commentaire épinglé. Je commence la lecture. De nombreux théoriciens ont tenté d'expliquer la chute de l'Empire romain, mais la plupart se sont limités à de simples descriptions. L'historien britannique Edward Gibbon a ainsi déclaré « Les légions victorieuses, corrompues par les vices des étrangers et des mercenaires lors de guerres lointaines, ont d'abord opprimé la liberté de la République, puis violé la majesté de la pourpre. Les empereurs, préoccupés par leur sécurité personnelle et la tranquillité publique, ont été contraints de corrompre la discipline qui rendait les armées redoutables tant pour leurs souverains que pour leurs ennemis. La vigueur du gouvernement militaire s'est affaiblie, les réformes partiales de Constantin l'ont anéanti, et le monde romain est tombé aux mains de multiples barbares. » Cette analyse ne clarifie pas les raisons sous-jacentes de ces processus, notamment la dégénérescence de Rome en dictature, alors que la démocratie est généralement associée à une intelligence générale élevée. Récemment, l'historien Ramsay MacMillan a attribué l'effondrement de Rome à une augmentation de la corruption. Certes, mais pourquoi cette hausse de la corruption s'est-elle produite ? Comme nous l'avons vu précédemment, la corruption est souvent liée à une faible intelligence générale. Une théorie suggère que l'empoisonnement au plomb, particulièrement répandu parmi l'élite buvant de l'eau acheminée par des tuyaux en plomb, pourrait en être responsable. Cela indiquerait que l'intelligence générale et sa diminution a joué un rôle crucial dans la chute de Rome. Toutefois, les critiques ont démontré que le niveau de plomb dans ces tuyaux n'était probablement pas suffisamment élevé pour causer un empoisonnement généralisé. Notre hypothèse est que l'explication la plus plausible, englobant toutes les descriptions examinées, réside dans le déclin progressif de l'intelligence générale de la société romaine, particulièrement en relation avec une faible fertilité parmi ceux ayant une intelligence élevée dans l'Empire romain. Explorons davantage cette explication possible. Au commencement, lorsque Rome entamait son expansion, elle était une monarchie, et on ne s'attend pas à ce que l'intelligence générale y soit particulièrement élevée. Cependant, Rome a été soumise aux mêmes conditions de sélection pré-industrielle que l'Europe pré-moderne. Ainsi, il est raisonnable de supposer qu'il y a eu une sélection en faveur du G. Le G, c'est l'intelligence générale. À présent, quand je dirai G, il faudra entendre intelligence générale, qui s'est accrue à chaque génération. Vers 400 avant Jésus-Christ, des indices suggèrent déjà que le G moyen à Rome était relativement élevé. Nous avons vu que le G est associé à certaines formes de comportement et d'attitude, notamment la coopération, la participation civique, le soutien à la démocratie, des niveaux élevés de confiance et la capacité à résoudre des problèmes sociaux. Ces caractéristiques semblent se refléter dans le système de gouvernement établi par la République romaine à cette époque. L'intelligence générale est aussi liée à la gestion de la complexité, ce qui explique l'augmentation de la complexité observée dans les bâtiments et les formes d'art. Les standards de vie en général auraient été bien supérieurs à ceux du passé, en particulier parmi l'élite romaine. Au fur et à mesure que l'intelligence augmentait et que les standards de vie s'amélioraient, un développement surprenant a commencé à se manifester, tel que décrit dans l'ouvrage de Gerhard Meisenberg, In God's Image. Il semble que l'élite, que l'on s'attendrait à trouver parmi ceux ayant le G le plus élevé, ait commencé à limiter sa fertilité. Ce phénomène s'est d'abord manifesté en Grèce, alors partie de l'Empire romain, à l'époque de Polybe, soit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Polybe observait ceci. Parmi d'autres signes, le déclin démographique, le manque d'hommes que l'on ressent aujourd'hui dans toute la Grèce, qui laisse nos villes désertées et nos campagnes incultes, sans que des guerres continuelles ou des fléaux comme la peste aient décimé nos populations. Dans une société dominée par l'orgueil, l'avarice et la paresse, où personne ne souhaite se marier ou élever des enfants nés hors mariage, ou alors en élever un ou deux seulement, afin de leur permettre et de leur transmettre davantage de richesses et de les élever dans l'abondance,
le problème s'est discrètement mais rapidement aggravé. Il est évident que les observations de Polybe ne fournissent pas de données empiriques concrètes. Elles reflètent ses propres perspectives et doivent être interprétées en tant que telles. Polybe faisait probablement référence à l'élite grecque, avec laquelle il était intimement familier, plutôt qu'à la population grecque dans son ensemble, sans quoi la population aurait rapidement décliné. Cependant, même en tenant compte de ces réserves, l'implication est que les membres de l'élite grecque, jouissant d'un niveau de vie élevé, ont opté pour un faible nombre d'enfants, voire aucun. Cette tendance est similaire à ce que l'on observe de nos jours. Parmi l'élite grecque, l'intelligence générale s'était suffisamment élevée pour rationaliser la décision d'avoir des enfants ou non. Étant riches, ils auraient eu un faible taux de mortalité infantile, ce qui justifie la décision d'avoir peu d'enfants, avec la confiance en leur survie jusqu'à l'âge adulte. Ces enfants auraient ainsi bénéficié d'un niveau de vie élevé, avec un soutien financier familial supérieur à celui qui aurait été possible autrement. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient diverses méthodes de contraception, et ceux avec une intelligence élevée auraient été les plus aptes à les utiliser efficacement. Ainsi, au IIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce et très probablement aussi à Rome, il y aurait eu une fertilité relativement faible parmi ceux de l'élite ayant le G le plus élevé, c'est-à-dire les personnes les plus intelligentes. Effectivement, 2 siècles après Polybe, sous le règne de l'empereur Auguste, il était couramment reconnu que les membres de l'aristocratie romaine avaient très peu d'enfants. Le poète Ovide, dans son poème Nux, a remarqué ce phénomène. Bien plus, à cette époque, les femmes imitaient notre fécondité. Pas une alors qui ne fût mère. Mais quand le platane au stérile ombrage eut obtenu des honneurs exclusifs, nous autres, arbres fruitiers, si toutefois le noyer peut s'arroger ce titre, nous commençâmes à développer outre mesure notre spacieux feuillage. Aussi ne portons-nous plus de fruits chaque année, et l'olive et le raisin n'arrivent au cellier que rabougris. Maintenant, pour conserver sa beauté, la femme ne craint pas de corrompre le germe de sa fécondité, et il en est peu dans notre siècle qui veuillent bien être mères. Les autorités romaines ont tenté, sans succès, d'encourager les classes supérieures à avoir plus d'enfants, comme le note Meisenberg. Avec l'accès à la contraception, l'élite romaine était capable de limiter sa fertilité tout en profitant des plaisirs sexuels. Cette possibilité n'existait pas pour l'élite des débuts des temps modernes, car la connaissance de la contraception avait été perdue pendant l'âge des ténèbres de la connaissance, le Moyen-Âge. Mais elle était accessible à l'élite romaine et, dans une certaine mesure, aurait pu in fine se répandre dans les couches inférieures de la société. Le résultat était prévisible. Sans médecine moderne pour contrôler la mortalité, la population globale diminuerait considérablement, ce qui fut effectivement le cas. La population de l'Italie, au moment de la Rome antique, est passée d'environ 7,4 millions à l'époque d'Auguste à seulement 2,4 millions en 60 après Jésus-Christ. De plus, il est évident que la population a perdu en intelligence générale, puisque, de génération en génération, les membres les plus intelligents de la société ne se reproduisaient pas ou ne se reproduisaient pas en nombre suffisant. Vous voyez, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à cette lecture. Cette époque de l'Empire romain et sa chute renvoie vraiment à pas mal de choses que nous traversons en ce moment même. C'est vrai que c'est devenu une habitude de tirer un trait d'union entre la chute, le déclin de l'Empire romain et celui de la civilisation contemporaine en Occident. Mais à l'appui de cette corrélation, de cette comparaison qu'on fait toujours, eh bien, de plus en plus d'arguments. Et ici, je vous ai présenté celui de la baisse d'intelligence. On ne l'aurait pas forcément deviné. Voilà, quand on pense à Rome, on pense à la splendeur de Rome et on ne se dit pas que Rome a pu chuter simplement parce que ceux qui la dirigeaient étaient, génération après génération, de moins en moins aptes intellectuellement à gérer évidemment un empire aussi grand et aussi complexe. J'espère que cette lecture vous a intéressé. C'est vrai qu'elle est un peu effrayante. Ce livre est vraiment passionnant. Je suis honoré de l'avoir publié, traduit de l'anglais au français, aux éditions Alba Léon. Vous trouverez un lien de commande en description de cette vidéo. Merci à tous, à très bientôt.